Benamou, vous avez publié il y a quelque temps La franc-maçonnerie pour les nuls chez First, et vous publiez depuis quelques jours Les grandes énigmes de la franc-maçonnerie. Alors, est-ce que ce deuxième ouvrage est une suite ou c'est quelque chose de totalement différent? La franc-maçonnerie pour les nuls, c'était 2005. Les grandes énigmes, 10 ans après. Pourquoi ce livre? Dans la franc-maçonnerie pour les nuls, il y avait un chapitre sur l'histoire de la franc-maçonnerie, bien sûr. Et ce chapitre était très frustrant pour moi parce qu'il ne devait pas faire plus de 30 ou 40 pages. Et moi, j'avais envie d'écrire un petit peu plus sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Et donc, j'ai proposé à l'éditeur qui a dit « Ok, bingo, mais il faut que ça s'inscrive dans un style un peu particulier. Il faut poser des questions, des énigmes ou des secrets. » Et c'est pour ça que, finalement, j'ai écrit l'histoire de la franc-maçonnerie française à travers un certain nombre de grandes questions qui sont autant de mythes et d'idées reçues que tout le monde se pose. On va, je pense, les aborder. Alors justement, première question, première énigme, la franc-maçonnerie descend-elle des Templiers? Alors, grande question qu'on retrouve absolument partout. Il y a des francs-maçons templiers, il y a des templiers francs-maçons. On est toujours à la recherche du fameux trésor des templiers. Alors, il faut être à peu près sérieux, parce que quand on lit les bouquins, les bouquins d'historiens, il n'y a pas de filiation historique avec des faits réels qui attesteraient qu'après la disparition de l'ordre du Temple, cet ordre a été reconstruit sous la forme de la franc-maçonnerie. Et puis, les francs-maçons sont là, une espèce de lignée qui traverse les siècles pour protéger un secret. Ça, c'est de la littérature, de romans, c'est du film, c'est Hollywood, il y a le fameux film Benjamin Gate, mais les faits historiques sont différents. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder un petit peu en détail cette histoire, d'analyser les faits à la lecture des bouquins d'historiens, dont c'est le métier, et puis d'écrire cette histoire de façon qu'elle soit lisible par tous. Donc il n'y a pas de lien historique entre les Templiers et les francs-maçons. Alors, deuxième question, la franc-maçonnerie a-t-elle organisé la Révolution? La réponse est non. C'est simple, c'est clair, c'est non. Ça a été prouvé, ça a été démontré par les historiens. Il n'y a pas un lien direct entre l'idée d'une loge ou d'une grande loge ou d'un ensemble de loges qui se fédérerait pour pouvoir comploter, pour détruire le roi, la royauté en France et en Europe. Ça, c'est absolument faux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'analyser à travers cette histoire comment cette rumeur s'est propagée, comment un abbé, l'abbé Baruel, qui a écrit ce fameux livre sur les philosophes et les francs-maçons, et comment il a réussi à démontrer, et en fait, finalement, à convaincre des gens qui étaient déjà convaincus que s'il y avait eu la Révolution française, c'était à cause de la philosophie des Lumières et donc des francs-maçons. Alors justement, puisqu'on parle de l'abbé Baruel, les francs-maçons ont-ils voulu détruire l'Église catholique? Eh ben alors ça, c'est plus compliqué, je pense, pour répondre à cette question. C'est plus compliqué. Si on parle de l'Église catholique, on est bien d'accord, on ne parle pas de la chrétienté, on ne parle pas de l'esprit chrétien, la philosophie chrétienne, etc. On parle de l'Église catholique, c'est-à-dire la papauté, le clergé, tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'il y a une tradition maçonnique, dans certaines francs-maçonneries, il y a une certaine tradition anti-catholique, anti-pape, qui se résume par la formule « à bas la calotte ». Après, il faut voir un petit peu plus dans le détail. Il faut rentrer dans l'histoire, il faut regarder comment ça s'est construit, il faut s'intéresser beaucoup à la Troisième République, il faut s'intéresser aux lois de séparation des églises et de l'État qui a été mises en place par des hommes politiques qui étaient quasiment tous francs-maçons. Mais de là à dire que la franc-maçonnerie, dans son essence, est une institution anti-catholique, je ne dirais pas ça. Qu'elle porte une question par rapport au dogme, et en particulier au dogme catholique, oui, ça c'est vrai. Alors, Léo Taxil, qui a écrit plus de 10 000 pages anti-maçonniques, il a été anti-religieux, puis initié 6 mois, franc-maçon, puis exclu du Grand Orient de France et devenu anti-franc-maçon. Alors, est-ce un faux frère ou un vrai fumiste? Je crois que c'était un bon éditeur, il a vendu je ne sais pas combien de livres, il a fini sa carrière en écrivant des livres de cuisine, comme quoi jusqu'à la fin de sa vie on peut rebondir sous un pseudonyme. Mais moi ce que je trouve remarquable chez Léo Taxil, c'est cette faculté de raconter des histoires. On le sait, elles sont fausses, on sait aussi qu'il a fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une conférence de presse, où il a réuni tout le clergé pour démontrer qu'il allait enfin révéler le secret de la franc-maçonnerie, et puis c'était bidon, quoi. Il a révélé que tout ça c'était faux, ça a été une espèce de débandade, si j'ose dire, auprès du clergé, qui s'est rendu compte que tout ce qu'il avait dit était faux. Et sa maîtresse américaine, alors? Voilà, sa fameuse, alors qui était jouée, paraît-il, par sa secrétaire, qui jouait le jeu pour des raisons qu'on ignore, qu'on peut imaginer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les complotistes, les vrais, les purs, les durs,
sont pas convaincus par ça. Que s'il a dit que tout ça c'était pipeau, c'est bien sûr parce qu'il avait été manipulé par des autorités supérieures. Mais en tout cas, ça reste, comme on dit chez nous, total respect, parce que ce type-là, il a fait du mal à la maçonnerie, c'est indéniable. Et en même temps, moi je trouve ça incroyable qu'on puisse raconter toutes ces histoires. Moi qui écris aussi de la fiction, je trouve ça extraordinaire. Ben Amou, vous êtes bien sûr auteur connu, mais vous êtes aussi chroniqueur dans une émission qui s'appelle Deux colonnes à la une, et c'est une web radio DTC. Quels sont les plus de cette radio et pourquoi devrions-nous tous aller l'écouter? Il faut l'écouter parce que d'abord, c'est, je crois, la seule radio, à ma connaissance, en langue française, qui est faite par des maçons ou des non-maçons, parce qu'on invite aussi des gens qui ne sont pas maçons, qui enregistre, enfin qui diffuse en direct ou un vendredi par mois. On peut l'écouter en podcast. On a un thème. En général, il y a des auteurs qui viennent parler de ce thème. Je sais pas, le prochain, par exemple, je crois que c'est l'alchimie. Donc, il va y avoir un auteur qui a écrit des bouquins sur l'alchimie et le rapport alchimie et puis certains grades maçonniques et qui va venir exposer. Donc, je dirais, c'est de bon niveau. C'est de bon niveau parce qu'il y a des auteurs qui sont très compétents sur leur sujet et on essaye de mettre une bonne dose de bonne humeur. On est, entre guillemets, aussi une bande de copains. Il y a de la musique, hein. Il y a de la musique. On peut aimer ou pas, mais il y a de la musique. Et puis, je pense qu'on parle aussi en totale liberté. On n'est pas sous l'influence d'une obédience ou d'une loge particulière. On est là pour parler aussi de notre expérience. On pose aussi des questions pour des profanes et on apporte des réponses aussi aux profanes. C'est pas une émission de franc-maçonnerie uniquement pour les francs-maçons. Voilà, c'était Philippe Benamou, les grandes énigmes de la franc-maçonnerie, chez First.